Sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Après une année 2023 déjà particulièrement timide en pluie, la sécheresse hivernale franchit un nouveau palier en 2024. Les Marocains sont appelés à redoubler de rigueur pour des usages rationalisés en eau. Exemple à Casablanca où des mesures alternatives innovantes entrent désormais en vigueur, de quoi préserver des précieux litres. Ils ont près de 100 000 ans. Des empreintes d'Homo sapiens ont été découvertes sur une plage de l'Arrache. Des traces d'activité humaine de 5 personnes qui remontent à la première époque géologique de l'ère quaternaire. Le point sur cette trouvaille avec le chef d'équipe de chercheurs. Nous prendrons la direction de Marrakech. La destination séduit par son soleil radieux et ses majestueux riads, mais aussi surtout pour son mythique jardin Majorelle. Immersion dans ce cadre idyllique où affluent tous les jours des visiteurs des 4 coins du monde. Ils sont nombreux à s'y offrir une parenthèse de quiétude et de sérénité. Bonsoir, la sécheresse s'installe sous nos cieux. Ce mois de janvier nous quitte sous un ciel bleu limpide. La situation requiert des solutions urgentes, alternatives pour faire face au stress hydrique auquel le royaume est confronté. À Casablanca, regardez ce reportage de Mohamed Chikir, Fatiha Omraj. Le récit est signé Zakaria Moukingila. Au barrage El Massira, les retenues d'eau ne sont plus qu'une large étendue de vases desséchés. Le deuxième plus grand barrage du royaume affiche aujourd'hui un taux de remplissage des plus bas, à peine 1% de sa capacité. Une situation due aux dernières années de sécheresse qui ont réduit à néant ses réserves. La situation de ce principal fournisseur de Casablanca en eau potable alerte les spécialistes. Nombre de barrages affichent une régression alarmante de leur retenue. El Massira 1%, Bin Luiden le troisième plus important au niveau national 5%. Cela aura des impacts négatifs sur l'approvisionnement en eau potable, sans parler des conséquences en agriculture. Il y aura de plus en plus de pression sur la nappe phréatique. Conséquence de cette diminution du niveau d'eau du barrage El Massira, une menace sur l'approvisionnement à Casablanca, en particulier dans le sud de la ville. La capitale économique consomme 220 millions de mètres cubes d'eau potable chaque année. Face à cette situation, des mesures urgentes s'imposent. Nous avons commencé à exploiter des sources d'eau naturelle qui se perdaient dans les canalisations d'évacuation donnant sur le littoral. Il y a aussi le projet de construction d'une unité de dessalement à Casablanca qui verra bientôt le jour, et 3 stations de traitement des eaux usées. Le fait de relier les bassins hydrauliques de Sbou et Bourgreg nous a épargné une crise de ressources hydriques à Casablanca. Le projet de station de dessalement dans les villes côtières est très important. Il permettra de produire 1,3 milliard de mètres cubes d'eau en 2030 dans 20 stations. Au niveau national, le taux global de remplissage des barrages atteint à peine 23%. Une situation alarmante qui appelle l'ensemble des intervenants à conjuguer leurs efforts pour rationaliser la consommation de l'eau potable et préserver cette ressource vitale. Cannes 2023, après avoir bouclé la phase des groupes à la première place avec 7 points, la sélection marocaine affrontera mardi prochain l'Afrique du Sud. Un duel qui promet d'être relevé et fédère d'ores et déjà des centaines de supporters marocains. Ils sont nombreux à affluer vers San Pedro pour vivre en direct le match de 8e de finale. Sur place, la bonne ambiance et le mot d'ordre. C'est un reportage de Khalid Shrban, le récit est d'Iman Abou. C'est l'heure de l'appel à la prière. Les supporters marocains rejoignent Haj Mohamed qui s'improvise en imam de cette mosquée de fortune à San Pedro. Dans ce camping, l'ambiance est conviviale. La plupart de ceux qui campent ici ont fait le trajet à vélo depuis le Maroc, depuis d'autres contrées aussi.
J'ai fait le déplacement à vélo depuis Meknès, un long périple qui a duré 3 mois et 6 jours, au cours duquel j'ai traversé la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Tout s'est très bien passé. Je suis venu de Casablanca à vélo. Je suis très content de pouvoir découvrir le continent. C'est l'amour du pays et du maillot national qui m'ont conduit ici pour soutenir le 11 national. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en autostop en provenance d'Agadir. Je suis passé par la Mauritanie, le Sénégal, le Mali. Je suis content de faire partie des supporters marocains ici présents. Je réside en Italie. J'ai l'habitude de suivre la sélection nationale lors des grandes compétitions. J'ai été à la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et là, je n'aurais manqué ce déplacement pour rien au monde. Ici, des amitiés se nouent au fil des jours. Les Marocains ne sont pas les seuls à venir supporter la sélection nationale. Des supporters d'autres nationalités ont également fait le déplacement pour les Lions de l'Atlas. C'est le cas de Hani Aboulkhir, musicien palestinien. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour l'amour des Lions de l'Atlas. J'ai pris la route depuis la Palestine. Je leur souhaite bonne chance pour les prochains matchs. Une pincée de spontanéité, un zeste d'amour de l'aventure, le tout saupoudré d'une ambiance hors pair qui ne laisse personne indifférent. Les supporters marocains répandent de la joie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations dans le dessein de soutenir les Lions de l'Atlas, pour qui nous souhaitons que le soleil continuera de briller de 1000 feux. Situation à Gaza, la ville hécatombe entre dans son 113e jour de l'offensive israélienne. Des centaines de milliers de civils pris au piège dans le territoire palestinien, assiégés et dévastés, survivent dans des conditions humanitaires désastreuses, dans la pluie et le froid. Les attaques israéliennes se poursuivent ce samedi, notamment aux abords des 2 principaux hôpitaux de la ville, Nasser et El Amal, qui abritent des malades, mais aussi des milliers de déplacés qui ne fonctionnent plus qu'au ralenti. Le Hamas fait état de 135 personnes tuées pendant la nuit d'hier. Les violences persistent également en Ukraine. Une attaque s'est produite dans la région de Soumy, bordant la frontière avec la Russie. 2 civils ukrainiens ont été abattus dans leur village lors d'une incursion d'un groupe de soldats russes. 3 autres civils ont été tués dans des attaques russes dans l'est et le sud du pays. C'est ce qu'ont indiqué samedi les autorités locales. Selon les Nations Unies, au moins 10 000 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre. Place à cette découverte assez spectaculaire. À l'arrache, une équipe de chercheurs internationaux a repéré des dizaines d'empreintes de pieds humains, les plus anciens d'Afrique du Nord et du Sud de la Méditerranée. Une trouvaille exceptionnelle dirigée par l'Université Bretagne Sud en France, en partenariat avec des universités marocaines, allemandes et espagnoles. Regardez ce reportage signé Saïd Najah, Hanissa Boumhadi sur un commentaire de Nissel Nausdar. Découverte sur une plage rocheuse de l'Arrache, ces empreintes sont vieilles d'environ 100 000 ans. Elles ont été laissées par un minimum de 5 personnes, enfants, adolescents et adultes. Des empreintes principalement orientées vers la mer. Cela donne une image saisissante de ce qui pourrait être vraisemblablement la recherche de ressources marines par ces personnes qui habitaient ou alors qui longeaient la côte larachoise. كانوا كيتحركوا في هذا الشاطئ لأن يجب أن نتخيل أن هذا الشاطئ قبل ذلك كان شاطئ رملي. Ces empreintes furent laissées sur le flanc marin d'une barre sableuse qui composait la partie haute de la plage il y a environ 100 000 ans. Ensuite, elles ont été conservées rapidement grâce à un recouvrement par des sédiments fins, et cela lors d'une phase de faible condition de houle conjuguée à une période de faible marnage de la marée. Nous n'avons pas par contre d'éléments indicateurs sur le lieu où habitaient exactement ces personnes, mais une chose est certaine, c'étaient des pêcheurs en contact permanent avec la mer, et cela pour se nourrir de ses ressources. Réalisée par une équipe internationale de scientifiques marocains, français et espagnols, cette découverte a eu lieu au cours d'une mission de mesure sur le terrain en été 2022.
Une mission qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet de recherche scientifique sur l'origine et la dynamique des blocs rocheux qui jonchent le littoral sud de la ville de Larache. Le site des empreintes de Larache représente d'ailleurs l'un des sites les mieux préservés au monde. C'est aussi le seul site documenté en Afrique du Nord et dans le sud de la Méditerranée. Docteur Mounsef Sedrati, enseignant-chercheur en géologie marine à l'université Bretagne Sud en France, nous rejoint en direct depuis Vannes en Bretagne. Professeur Sedrati, bonsoir. Cette découverte a eu lieu au cours d'une mission de mesure sur le terrain en juillet 2022 déjà. Environ 2 ans plus tard et à la lumière des études conduites sur le terrain et en labo, quelles en sont les conclusions, les interprétations ? Bonsoir. Comme vous le soulignez, cette découverte a eu lieu il y a déjà pratiquement 2 ans. Il faut quand même donner le temps de la recherche scientifique et de l'analyse scientifique de ces empreintes. Je dirais les premières conclusions, comme ça a été indiqué dans votre reportage, c'est qu'on est sur un site exceptionnel, qu'on a découvert par hasard, puisque nous on travaillait sur une autre thématique de recherche scientifique, en l'occurrence la dynamique des grands blocs rocheux. Et puis, en prospectant, ça aussi c'est l'esprit scientifique, en prospectant une plage voisine, on est tombé sur ce spectacle qu'on est en train de regarder. 85 empreintes humaines, très bien préservées. En réalité, ils sont plus de 85. En tout cas, l'étude scientifique qui a été publiée n'a pris en considération que cela. Et ils ont plusieurs, originalités. C'est qu'elles reflètent un groupe d'individus de minimum de 5 personnes qui étaient sur place en train de se déplacer avec une orientation principale vers la mer, sans doute pour aller chercher, un approvisionnement par des ressources marines. Ça, c'est une première chose. Et puis, ce qui est le plus important, c'est la datation, en fait. On est vraiment sur des traces humaines d'Homo sapiens. Bien évidemment, au Maroc, on a trouvé plusieurs sites avec, des éléments archéologiques et lithiques sur l'Homo sapiens. Là, on est en train de trouver une démarche, une vie au quotidien de nos ancêtres d'il y a 100 000 ans. Ces empreintes de pieds humains datent de près de 100 000 ans. Comment ont-elles survécu à l'emprise du temps ? Alors, il faut imaginer en fait que ces empreintes n'ont pas été laissées sur de la roche. Elles étaient réellement laissées sur du sable, un sable classique qu'on peut retrouver sur toute plage. Et ça date d'il y a 100 000 ans. Donc, petit à petit, on va dire, ces empreintes qui ont été laissées sur la partie haute d'une plage ont été recouvertes avec un sédiment plus fin. Et puis, elles étaient préservées. Et il faut imaginer, sur 100 000 ans, on a eu déjà plusieurs transgressions et régressions marines. Et comme vous voyez là sur le reportage, il y a pratiquement 25 mètres, entre 25 et 30 mètres de sédiments qui se sont déposés dessus sur cette période de 100 000 ans. Donc, ils étaient préservés pendant toute cette période. Et au fur et à mesure de l'élévation du niveau marin et de l'érosion de ce littoral rocheux, on a commencé en fait à dégager, à décaper petit à petit le socle jusqu'à ce que ces empreintes-là paraissent et qu'elles soient, toutes prêtes à ce qu'elles soient découvertes par une équipe de chercheurs dont j'ai eu le plaisir de diriger. Justement, vous dites que ces traces sont toutes dirigées en direction du littoral. Qu'est-ce qui les caractérise ? Qu'est-ce qui caractérise leur forme ? Alors, ce qui caractérise leur forme, c'est que, on va dire, on reprend ces traces pour essayer d'avoir une idée très précise sur la morphologie des personnes qui les ont laissées. On est tombé en fait sur des adultes, des adolescents, des enfants. On peut imaginer bien évidemment qu'ils n'étaient pas là pour un objectif récréationnel sur la plage, mais plutôt pour chercher, on va dire, de la nourriture ou des sources marines. Ça, c'est le plus important. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que sur ce secteur-là, on n'a pas trouvé d'autres éléments lithiques, pas d'éléments archéologiques. Donc ça donne quand même, on va dire, une idée plus ou moins précise sur ce que pouvaient réaliser nos ancêtres Homo sapiens il y a 100 000 ans pour pouvoir survivre sur ou près d'un environnement littoral. Justement, les travaux effectués par votre équipe pourraient-ils aider à reconstituer l'histoire des premiers peuplements humains sur ce site longeant le long de la côte Atlantique Nord ? Bien sûr. Alors, gardons quand même à l'esprit qu'au Maroc, on a trouvé, on va dire,
des empreintes archéologiques de plus anciennes espèces d'Homo sapiens. Donc, je fais référence à la découverte d'Ange Belleroud. Là, on est en fait sur quelque chose d'appliqué quotidien, sur de l'action. Et puis, cette découverte n'est que partielle, puisqu'on a trouvé d'autres empreintes non consolidées. On a également trouvé d'autres empreintes, sans doute, d'animaux. Il va falloir, on va dire, approfondir nos recherches pour pouvoir raconter toute une histoire. Quel était le mode de vie de ce peuplement? Quelles étaient les conditions climatiques pendant cette période, il y a 100 000 ans? Qu'est-ce qu'ils faisaient sur ce site-là? Est-ce qu'ils ont laissé également d'autres traces un tout petit peu à l'intérieur des terres? Ça, c'est qu'une première pierre dans l'édifice de la recherche scientifique sur ce thème-là. Et il y a sans doute, c'est pas sans doute, on y est déjà, plusieurs travaux scientifiques qui sont en cours et qui pourront élucider pratiquement toute une vie de cette population il y a 100 000 ans. Justement, il faudra donner du temps à la recherche scientifique pour élucider toutes les conclusions de cette trouvaille. Je vous remercie, docteur Monsef Sadrati, enseignant-chercheur en géologie marine à l'Université Bretagne Sud en France. Merci pour tous ces éclairages. C'est un site incontournable pour toute personne qui aimerait découvrir le charme de Marrakech. Je vous parle du jardin Majorelle, créé dans les années 30 par Jacques Majorelle et Yves Saint-Laurent. Cet espace vert où règne un florilège de couleurs joyeuses est un véritable havre de sérénité. Tout en bleu, le fabuleux jardin Majorelle vient de souffler sa 100e bougie. Si le cœur vous en dit, faites une halte, vous en serez enchanté. Reportage avec moi, Tassim Billah El-Bouzaoui, Amina Allam et Nisrina Oustar. Dès que la porte principale est franchie, un véritable jardin d'Éden s'offre au regard des visiteurs. Un bleu Klein sur les murs, une terre rouge, des allées bordées de palmiers et des bassins peuplés de nénuphars et de lotus. Un jardin exotique vous happe corps et âme. C'est la première fois de venir ici, Jardin Majorelle. J'ai beaucoup aimé. C'est très Instagram. C'est très joli, oui. C'est bleu et la lumière est jaune. C'est très joli, oui, plante. Oui. Notre première fois à Marrakech, première fois au Maroc tout court. Donc première fois au Jardin Majorelle forcément. Et on se prend une belle claque parce que c'est vrai que c'est magnifique, ce mélange de couleurs, cette aliénation si je puis dire. Qu'est-ce que t'en penses, Tolina? C'est très beau, c'est magnifique, les couleurs sont super belles, ça ressort très bien, c'est trop beau. C'est super pour faire des photos aussi. Chaque année, cet écrin de verdure et de couleurs se refait une beauté. De nouvelles variétés rares venant des 5 continents y trônent fièrement. Une réelle escapade botanique s'offre ici aux amateurs des plantes. Les férus de culture y convergent également pour admirer les perles exposées au musée Yves Saint-Laurent. On est arrivé à Marrakech hier et on a décidé de visiter le musée et le jardin aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a vu que le musée et c'est super intéressant et je recommande à tout le monde. Et on peut voir les croquis d'Yves Saint-Laurent et quelques robes, etc. Et donc voilà. Oui, c'est la première fois que je visite le musée d'Yves Saint-Laurent. C'est super intéressant, on voit beaucoup de ses œuvres, beaucoup de ses croquis. Et c'est super intéressant de voir un peu tout le parcours. Voilà, donc super intéressant. Au lieu de tourisme de Marrakech, cette œuvre d'art végétal charme depuis 100 ans déjà les amoureux de la nature d'ici et d'ailleurs. Au programme de ce centenaire, des festivités et des événements culturels. Chaque année, 9000 visiteurs vivent ici une expérience mémorable aux couleurs de la vie. Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.